Papa, ce n'est pas mamie qui est décédée? S'exclama la fille du millionnaire en décelant un détail sur une femme des rues. Le cri de l'enfant traversa la salle de réception avec une clarté assourdissante. Laisse-moi tranquille. Lâche-moi. Tu n'es pas ma maman. Je ne veux plus rester ici. Ma place n'est pas là. Et tu vas me permettre de partir, papa. Ordonne-lui de me laisser partir. La voix de Chloé, aiguë et perçante, fendit l'atmosphère opulente et feutrée, attirant l'attention de la totalité des convives. La soirée était d'une magnificence rare, un de ces galas où chaque élément resplendissait avec une ostentation étudiée. Le vaste salon de réception du château, avec ses plafonds vertigineux sculptés et ses lustres de cristal monumentaux suspendus tels des joyaux célestes, était rempli d'une cohue d'industriels, de figures politiques et de membres de l'élite sociale. Les hommes portaient des costumes de créateurs d'une coupe parfaite, et les femmes, drapées dans des robes de haute couture, étaient couvertes de parures de diamants et de fragrances luxueuses dont les effluves se mélangeaient. Parmi les rires artificiels et le cliquetis cristallin des coupes de champagne, nul ne s'attendait à une telle scène. À la table d'honneur, la jeune Chloé, que l'on surnommait Lulu, une enfant de 10 ans seulement, réputée pour sa vive intelligence et une maturité bien au-delà de son âge, se dressa subitement. Elle se tenait à côté de son père, Stéphane, un homme d'une grande élégance dans son costume sombre, et de sa belle-mère, Valérie, une femme à l'attitude toujours contrôlée et soucieuse des apparences. Cependant, l'âme innocente de la fillette, pétrie d'humilité et de compassion, ne put supporter davantage le spectacle ambiant. Sur le chemin, nous avons croisé une multitude de gens vivant dans la rue. Et en ce moment même, papa? Des personnes sont dehors, affamées, tandis qu'ici vous festoyez et vous vous régalez comme des monarques. Elle inspira profondément, retenant un sanglot, mais poursuivit avec détermination. Si mamie était encore là, elle penserait comme moi. Jamais elle n'aurait toléré une telle chose. Regarde cette foule dehors. Regarde cette vieille dame étendue sur le trottoir. Il meurt de faim. La jeune fille arracha son bras de l'emprise de sa belle-mère avec une vigueur soudaine. Instantanément, des dizaines de pères d'yeux convergèrent vers la table familiale. Les convives se mirent à murmurer, scandalisés par l'impertinence de l'enfant. Mais Lulu n'en avait cure. Stéphane, son père, vira au pourpre sous l'effet de la gêne. Valérie, s'efforçant de préserver sa contenance, se pencha vers Chloé pour tenter d'étouffer l'incident. « Écoute, ma chérie, je comprends que ta grand-mère n'aurait pas apprécié cette soirée, mais ta mamie n'est plus avec nous, mon trésor. Il faut que tu te calmes, tu veux bien ?» lui dit-elle d'un ton faussement doux, celui de quelqu'un qui dissimule mal son embarras. Lulu fit un pas en arrière, les yeux humides mais le regard inflexible. « Je sais bien que mamie n'est plus là. Inutile de me le rappeler. Inutile de me rappeler qu'elle est partie. » Sa voix était maîtrisée. « Mais observe cet endroit. Ces immenses baies vitrées, à quoi servent-elles? À exhiber aux yeux de tout dehors votre opulence, avec vos téléphones dernier cri et vos tenues de haute couture. C'est de l'exhibitionnisme pur. C'est une vitrine. Et je ne suis pas un objet qu'on expose en vitrine, papa. » Stéphane demeura sans voix. Ces paroles l'avaient frappé de plein fouet. Il prit une longue inspiration, cherchant à apaiser sa fille. « Mon enfant, je saisis ton propos. Je sais que mamie n'aurait pas été à l'aise ici, mais cette réception est cruciale pour mes affaires. Nous en discuterons à la maison, d'accord? Pour l'instant, essaie simplement de retrouver ton calme. » La fillette marqua une courte hésitation, mais sa conviction l'emporta sur toute tentative de la raisonner. « Mais, papa, nous sommes déjà très riches. Tu n'as pas besoin de ces gens, ni de ce lieu. Nous devrions être dehors en train d'aider ces malheureux. C'est ce que mamie aurait souhaité. » Sa voix résonna avec force, révélant une maturité étonnante pour son âge. Stéphane parut songeur. Les mots de sa fille l'avaient complètement déstabilisé. Au même moment, Valérie tenta une nouvelle approche, posant une main sur l'épaule de l'enfant, mais Lulu s'esquiva d'un geste sec. La belle-mère resta interdite, pétrifiée, tandis que la fillette, résolue, haussa à nouveau la voix pour s'adresser à toute l'assistance. « Comment parvenez-vous à rester ici à feindre de vous apprécier mutuellement, dilapidant des fortunes alors que dehors des gens souffrent de la faim ?» Elle désigna la paroi de verre, la voix chargée d'émotion. « Regardez au dehors. Je sais que vous les voyez. Les sans-logis sont là,
le regard tourné vers ce salon, rêvant de ce qu'il ferait avec une infime partie de ce que vous gaspillez. Vous devriez être mort de honte. Un silence pesant s'abattit sur le salon. L'espace de quelques secondes, les invités tournèrent effectivement leur regard vers l'extérieur. À travers les gigantesques vitres, on distinguait une vieille femme emmitouflée, couchée devant l'entrée, vêtue de harde, le corps d'une maigreur alarmante. Certains se contractèrent de dégoût, d'autres détournèrent les yeux. Mais rapidement, le murmure des conversations et les rires de façade reprirent leur droit, effaçant la gêne passagère. Chloé adoucit sa voix, s'adressant désormais uniquement à son père, le ton chevrotant. « Pardon, papa, mais il m'est impossible de rester ici. Je dois sortir. Je dois aller aider cette femme. » Sans attendre de permission, la fillette pivota et fendit la foule. Les talons hauts et les pas feutrés cessèrent un instant. Tous les regards étaient fixés sur elle, certains réprobateurs, d'autres apitoyés. Mais Lulu maintint la tête haute, le cœur battant à grands coups. Elle poussa la porte vitrée et fut saisie par l'air nocturne et glacial. Dehors, le contraste était saisissant. La splendeur du salon s'était évanouie, remplacée par le vent mordant et l'obscurité des rues d'une ville française. La fillette s'approcha de la femme affalée devant le perron. La dame grelottait, le visage dissimulé par une écharpe élimée. « Bonsoir, madame, » dit l'enfant en s'accroupissant près d'elle. « Avez-vous faim ? Je peux vous chercher une assiette à l'intérieur. Dites-moi simplement ce qu'il vous faut. » La fillette parlait avec une douceur et une compassion infinies, mais en l'observant de plus près, un détail capta son regard. Ses yeux s'agrandirent. Elle plaqua une main sur sa bouche, abasourdie. « Ce collier. Ce collier que vous portez, » balbutia-t-elle, n'en croyant pas ses yeux. « Je le reconnais. Je le reconnaîtrai entre mille, même après une éternité. » Son pouls s'accéléra. Sans la moindre hésitation, elle se redressa et courut à toutes jambes vers le salon. Les invités bruissaient encore de commentaires sur l'esclandre lorsqu'ils la virent faire irruption de nouveau, haletante, les joues empourprées et les yeux écarquillés. « Papa, papa, il faut que tu vois qui j'ai trouvé dehors. » Elle se faufilait entre les tables, évitant les chaises et les verres. Lorsqu'elle parvint à sa hauteur, Stéphane était debout, en pleine discussion avec un homme en costume gris, l'un de ses partenaires d'affaires. Il s'efforça de conserver un ton posé, bien que sa fille s'agrippât à sa manche. « Je vous prie de bien vouloir excuser l'incident dont vous avez été témoin. Vous savez ce que c'est, les enfants. Ils agissent sur un coup de tête, toujours guidés par leurs émotions. » Le millionnaire esquissa un sourire crispé pour masquer son malaise. « Mais ma fille a un cœur d'or, je peux vous l'assurer. Bref, pour en revenir à notre discussion, je vois là une opportunité commerciale exceptionnelle. » L'enfant tira plus énergiquement encore sur la manche du costume de son père. Lulu était agitée, le cœur tambourinant. Elle ne voulait pas déclencher une nouvelle scène et mettre son père dans l'embarras, mais ce qu'elle avait à lui révéler était infiniment plus crucial que n'importe quelle transaction. Stéphane, le regard toujours rivé sur son interlocuteur, respira profondément, tentant de maîtriser la situation. « Mon trésor, papa est en pleine conversation importante. Je t'ai déjà dit que nous discuterons de tes sentiments plus tard, à la maison. S'il te plaît, laisse papa travailler, d'accord ?» Mais la fillette ne se découragea pas. Chloé insistait, tirant sur son bras, le fixant d'un regard implorant. Lui, cependant, semblait totalement imperméable à l'urgence de sa fille. Consciente qu'elle devait se faire entendre, coûte que coûte, elle prit une décision audacieuse. D'un geste vif, Lulu s'empara de la coupe de vin que sa belle-mère portait à ses lèvres et la renversa volontairement. Le liquide carmin se répandit sur le costume luxueux de l'associé de son père. « Et, ma coupe ? Ne fais pas ça, Chloé !» s'écria Valérie, tentant de l'en empêcher. Mais il était trop tard. Le choc du verre sur la table attira tous les regards. Stéphane se retourna, stupéfait. « Ma fille, que fais-tu ? » « Cesse immédiatement !» cria-t-il. Mais les dégâts étaient irréversibles. Le vin maculait non seulement la nappe, mais aussi le tissu précieux et délicat du costume de l'homme, y laissant une large auréole pourpre. L'associé baissa les yeux, abasourdi, avant de lancer un regard indigné à Stéphane. Le millionnaire, affolé, saisit une serviette et se mit à frictionner le costume de l'homme, répétant en boucle « Je suis sincèrement désolé.
Je vous assure, ce n'était pas intentionnel. C'est un accident. Mais la tâche persistait et l'homme était hors de lui. C'est inadmissible. Savez-vous combien coûte un costume de cette qualité, Stéphane? Tempêta-t-il, le visage congestionné. Le prix de ce vêtement suffirait à payer à cet enfant une bonne institution pour qu'elle apprenne les convenances. C'est alors que le ton de Stéphane changea. Il cessa ses gestes et releva la tête, le regard dur. Écoutez-moi bien, monsieur, vous n'avez aucun droit de vous adresser ainsi à ma fille, déclara le millionnaire en élevant la voix. Je connais parfaitement l'éducation que je lui ai inculquée, et si cela vous importune, il serait peut-être préférable que vous partiez. L'associé le toisa, furieux, tout en épongeant sa veste. Parfait. Si vous êtes incapable de maîtriser votre propre fille, vous n'êtes pas qualifié pour ce type de partenariat. Il tourna le dos et s'en alla en pestant à voix haute. Stéphane inspira longuement, s'efforçant de maîtriser la colère et la honte qui le submergeaient. Il se tourna ensuite vers sa fille, qui se tenait droite, sans aucune crainte. « Bien, ma fille. C'est ce que tu souhaitais ? » demanda-t-il en croisant les bras. « Parfait, tu as toute mon attention. Maintenant, explique-moi ce qui était si capital que tu ne pouvais attendre la fin de ma discussion avec Monsieur Costume de Luxe. » Valérie, la belle-mère, l'interrompit avant qu'elle ne puisse répondre. « Honnêtement, Stéphane, ne vois-tu pas clair ? Chloé cherche uniquement à créer des ennuis. Dernièrement, notre fille est devenue de plus en plus provocatrice. Pardonne ma franchise, mais l'homme sur lequel elle a vidé son verre n'a peut-être pas entièrement tort. » Mais Stéphane la fit taire. « Laisse-la parler, Valérie, je t'en prie. Vas-y, Chloé, dis-moi ce que tu as de si crucial à me montrer. » Chloé ne répondit pas sur le champ. Elle leva simplement un doigt et désigna l'immense paroi de verre du salon. De l'autre côté, dans la pénombre de la rue, se tenait la femme allongée devant l'édifice. Stéphane plissa les yeux. Quoi? Cette femme sans domicile? Je sais, ma chérie, c'est affligeant, mais nous pourrons l'aider plus tard, sur le chemin du retour. Tu n'avais pas à faire ça. Mais la fillette continua de pointer le doigt avec insistance. Non, papa, ce n'est pas n'importe quelle femme. Regarde-la attentivement, observe-la bien et dis-moi qui c'est. Son père reporta son attention vers l'extérieur, plissant les yeux. Durant quelques secondes, il parut perplexe. Puis, peu à peu, son expression se transforma. Ses yeux s'écarquillèrent. Son visage devint cireux et sa respiration s'accéléra. Stéphane avança d'un pas, comme si une force irrésistible le poussait vers la femme, tandis que son esprit luttait pour accepter l'inconcevable. La fillette, la voix étranglée par l'émotion, confirma la terrible crainte de son père. « Papa, n'est-ce pas mamie, celle qui est décédée ?» Le temps sembla suspendu. Les coupes scintillantes, les rires autour, tout s'estompa. Le cœur de l'homme battait la chamade, tandis que les souvenirs affluaient avec la violence d'un orage. Plus d'un an auparavant, le tableau était radicalement différent. C'était un matin radieux, paisible, vibrant de vie. Les rayons du soleil pénétraient par les fenêtres du château familial, baignant de lumière la table du petit déjeuner. Une délicieuse odeur de croissants chauds et de café fraîchement moulu flottait dans l'air. Stéphane, sa fille Chloé et Monique étaient réunies. La grand-mère, une femme d'une grande bonté, au regard doux et au sourire chaleureux. À cette époque, l'harmonie régnait. Stéphane, cependant, paraissait absent, agitant machinalement sa cuillère dans son café, le regard vide. « Quelle mine tu as, mon fils ?» s'enquit Monique en étalant du beurre sur sa tartine. Encore une journée qui commence sans entrain. Quel est le problème cette fois? Des soucis professionnels? L'homme d'affaires laissa échapper un soupir en posant les coudes sur la table. Non, maman, rien de tout ça. C'est juste que, une fois de plus, je me suis réveillé seul, sans elle à mes côtés. Il baissa la tête. Je sais. Je sais que vous me répétez que je dois tourner la page, mais c'est difficile. La mère de ma fille me manque terriblement. La vieille dame se leva avec une lenteur précautionneuse et l'entoura de ses bras avec cette affection unique qu'une mère peut offrir. Je comprends, mon fils. Je sais que tu l'aimes encore, mais tant de temps a passé depuis le départ d'Isabelle. Elle aurait voulu que tu refasses ta vie, que tu retrouves le bonheur.
Stéphane ferma les paupières, luttant contre les larmes. Lulu les observait en silence. La fillette échangea un regard entendu avec sa grand-mère, le regard de celle qui médite un projet empli d'amour. Soudain, Chloé frappa dans ses mains et déclara avec un enthousiasme communicatif, « J'ai une idée, papa. Je sais ce qui te redonnera le sourire. » Elle s'élança vers la cuisine, ses cheveux blonds virevoltants, et revint en portant une splendide tarte tatin, dorée à point, qui embaumait la pomme caramélisée. « Regarde, mamie et moi avons préparé une tarte tatin, ta pâtisserie préférée. » Un large sourire illumina le visage de Stéphane, le premier depuis des jours. « Ah, ma fille, vous êtes mes plus beaux trésors, » dit-il, les serrant toutes les deux dans une étreinte affectueuse. Tandis qu'il se servait une part généreuse de la tarte, le sourire toujours aux lèvres, Lulu se tourna vers sa grand-mère et lui glissa quelques mots à l'oreille avec excitation, comme si elle avait déjà un autre plan pour réconforter son père. « Papa, tu passes ton temps cloîtré ici ou au bureau. Tu ne retrouveras jamais ta joie de vivre comme ça. Maman n'aurait pas aimé te voir ainsi, tu dois sortir davantage, » affirma la fillette en croisant ses petits bras, le regard grave. « Je sais, demain tu prends congé et tu m'accompagnes à l'aire de jeu du parc public. » Stéphane détourna les yeux de son journal et garda le silence un instant. Son premier réflexe aurait été de décliner. Le travail, après tout, était toute sa vie. Mais la lueur dans les yeux de sa fille eut raison de ses réticences. « C'est une excellente idée, ma chérie, » répondit-il. Le lendemain, le soleil était éclatant et le parc public résonnait des rires des enfants. Chloé gambadait dans tous les sens, les cheveux dans le vent, tandis que son père, en costume cravate, l'observait depuis un banc. « Papa, je t'ai déjà dit que tu n'as pas besoin de porter un costume pour tout et n'importe quoi. » lança-t-elle en riant. « Tu n'es pas au travail. Moi, je vais jouer, et essaie de ne pas avoir l'air si mélancolique en mon absence. » Stéphane esquissa un léger rire et acquiesça, suivant du regard sa fille qui dévalait le toboggan. Malgré la chaleur, il conservait sa veste, tel un homme enchaîné à des habitudes dont il ne parvenait pas à se défaire. En regardant Lulu s'ébattre parmi les autres enfants, il songeait que le bonheur lui semblait désormais une chose inaccessible, un sentiment qu'il pensait ne plus jamais éprouver depuis la perte de son épouse. Mais le destin, ce jour-là, lui réservait une surprise. Alors qu'il contemplait le parc, une voix féminine et douce se fit entendre derrière lui. « Bonjour », dit une femme élégante au sourire engageant. Stéphane se retourna et fut confronté à une apparition quasi irréelle. Une chevelure brune parfaitement coiffée, une robe claire, un regard plein d'assurance. « Pardon de vous importuner, mais je vous ai aperçu de loin avec ce costume et cette montre de luxe, et je me suis dit, cet homme doit détenir la réponse à ma question. En l'occurrence, j'ai besoin de renseignements, dit-elle sur un ton badin. Je viens d'arriver en ville. Je connais mal les environs et j'aimerais des suggestions de lieux à visiter. J'ai interrogé d'autres personnes, mais on ne m'a conseillé que des endroits touristiques. J'ai pensé que vous pourriez connaître des adresses plus exclusives. » Stéphane sia, surpris. Son regard balaya involontairement la silhouette de la femme. Elle était absolument ravissante. Quelle femme magnifique, songea-t-il, mais il masqua son admiration et répondit avec courtoisie. Ah, bien entendu. Je connais quelques excellentes adresses, surtout des restaurants. Pour tout vous dire, je choisis toujours un restaurant en fonction de la qualité de sa carte des vins, expliqua-t-il en rajustant sa veste. C'est pourquoi je vous recommande ce restaurant gastronomique. Il est situé à quelques rues d'ici et propose le meilleur Cabernet Sauvignon que j'ai jamais dégusté. Les yeux de la femme pétillèrent. Oh, le Cabernet Sauvignon est aussi mon vin de prédilection. Quelle heureuse coïncidence! S'exclama-t-elle, ravie. Mais il n'est pas convenable pour une jeune femme seule comme moi de se rendre dans un tel établissement et de boire du vin en solitaire. Stéphane saisit la perche et sourit discrètement. Ne vous en faites pas pour ça. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Nous pourrons ainsi savourer ensemble un excellent vin. La femme lui adressa un sourire subtil. Le genre de sourire capable de désarmer n'importe quel homme. C'est ainsi que tout commença. Quelques jours plus tard, ils se revirent. Le deuxième dîner surpassa le premier, riche en conversation et en regards complices. Suivirent un troisième, un quatrième, et bientôt leur idylle fut une évidence. Stéphane, qui sombrait dans la mélancolie depuis si longtemps, était métamorphosé.
Il souriait à nouveau, prenait soin de son apparence, sortait avec un entrain retrouvé. Monique et Lulu, témoins de cette transformation, échangeaient des regards empreints d'inquiétude et de scepticisme. Un jour, Stéphane fit irruption dans la cuisine, un sourire radieux aux lèvres. « Maman, je vais épouser cette femme », annonça-t-il, transporté de joie. Monique, qui épluchait des fruits, manqua de laisser choir son couteau. « L'épouser ? Mais, mon fils, vous vous connaissez depuis. »« Quoi ? 2, 3 mois ?» interrogea-t-elle en s'efforçant de rester calme. « Ne penses-tu pas que tu te précipites un peu ? Prends garde à ne pas t'emballer, mon fils. » Lulu, qui suivait la conversation depuis la table, opina aussitôt. « Mamie a raison, papa. Je n'ai aucune confiance en elle. »« Et tu veux déjà en faire ma belle-mère ?» Stéphane leva les mains en signe d'apaisement. « Ne vous inquiétez pas. Valérie est une femme bien. Elle m'aime sincèrement et je ne brûle aucune étape. » Malgré ces affirmations, la mère et la fille restèrent sur leur garde. Mais le lendemain, sans crier gare, Stéphane apparut dans le salon, flanqué de Valérie et d'une montagne de bagages de luxe. « Nous sommes fiancés », annonça-t-il, les yeux brillants. Chloé et Monique se regardèrent sans un mot. Valérie sourit, exhibant une bague étincelante. C'était officiel. Elle faisait désormais partie de la famille et s'installait au château. Dès le lendemain matin, l'atmosphère de la maison avait changé. « Bonjour à tous », lança Valérie en entrant dans la cuisine d'un ton péremptoire. « Le nouveau chauffeur est arrivé. Dites-lui de se rendre à l'office, je lui remettrai personnellement son uniforme. » Sa voix claqua dans le silence du château. Et ainsi, très vite, chacun comprit que cette nouvelle résidente apportait avec elle une nouvelle facette de sa personnalité, arrogante, dominatrice et glaciale. Monique, assise à table, fronça les sourcils. « Que se passe-t-il ici ? Je suis toujours la maîtresse de cette maison, et par conséquent, toute décision doit m'être soumise au préalable, déclara-t-elle en se levant avec une lenteur calculée, mais avec la fermeté qui la caractérisait. « Pourquoi as-tu congédié Monsieur Dubois ? Il est chauffeur ici depuis d'innombrables années. Il est à notre service depuis bien avant que nous possédions tout ceci. Notre famille a une dette morale envers lui et les siens. » Stéphane, plongé dans son journal, se leva précipitamment pour désamorcer la tension. « Du calme, maman, du calme. Nul besoin de t'emporter, tenta-t-il, mais Valérie l'interrompit avec un sourire forcé et venimeux. « Précisément, ma chère belle-mère. Il ne conduisait plus aussi bien qu'avant. Il est si âgé, le pauvre. Et sa vue baisse. Il a besoin de se reposer. J'ai simplement recruté du sang neuf. Un chauffeur chevronné, mais plus dynamique, dit-elle d'un ton narquois. » Le silence qui suivit fut pesant. Monique croisa les bras, visiblement blessée. Son fils les regardait tour à tour, désemparé. Il souhaitait simplement éviter les conflits, mais il semblait que la sérénité avait déserté la maison en même temps que Valérie y avait emménagé. « Étais-tu certaine que c'était indispensable, mon amour ?» demanda l'homme, cherchant à calmer le jeu. « Cette maison a toujours parfaitement fonctionné avec le personnel que nous avons, y compris le chauffeur. Je ne suis pas convaincu qu'il soit opportun de tout bouleverser maintenant. » Mais Valérie était inflexible. Sa manière de faire était la seule qui vaille. « Bien sûr que c'est indispensable, mon amour, » affirma-t-elle en croisant les bras, un sourire suffisant aux lèvres. « Cette maison a peut-être tenu debout jusqu'à présent sans mon intervention. Mais désormais, tout va changer. Je vais tout perfectionner. C'est exact. Je vais rénover cette maison de fond en comble. L'heure est au renouveau. » Stéphane se contenta d'acquiescer, soucieux de ne pas envenimer la situation. Il était si épris qu'il prenait toutes ses paroles pour des vérités absolues. Dès ce jour, Valérie entreprit de transformer le château, agissant systématiquement en l'absence de Monique, sa belle-mère. Elle commença par des changements mineurs, elle déplaça des tableaux, ôta les fleurs des vases que Monique entretenait avec passion, changea les tentures, réagença le mobilier. Progressivement, la demeure familiale perdit son âme. Bientôt, elle persuada son fiancé d'acquérir de nouveaux meubles, arguant que les anciens étaient surannés. Et Stéphane, aveuglé par l'amour, accédait à toutes ses requêtes sans la moindre discussion. En quelques semaines,
la maison était méconnaissable, froide, contemporaine, impersonnelle. Mais Valérie ne s'arrêta pas en si bon chemin. Après avoir entièrement redécoré les lieux, elle décréta que le personnel devait lui aussi être renouvelé. Un par un, elle les licencia, y compris les employés les plus anciens et les plus dévoués à la famille. Pour les remplacer, elle engagea de jeunes gens sans expérience, mais entièrement soumis à ses ordres. En un temps record, le château devint son fief, sous son emprise totale. Un jour, la petite Lulu et sa grand-mère Monique décidèrent d'avoir une conversation privée avec Stéphane. Elles étaient lasses d'assister impuissantes à la métamorphose de leur foyer. Lulu prit la parole la première, la voix tremblante et le regard empreint de tristesse. « Papa, regarde ce que Valérie a fait de notre maison. Tout a changé. Il ne reste plus un seul des tableaux que nous aimions. Elle a même remplacé le canapé. J'aimais l'ancien. » Monique renchérit, avec fermeté et indignation. « Ta fille a raison, Stéphane. Cette femme a foulé aux pieds mes directives et agi à sa guise dans cette maison. Et toi, tu ne dis rien. Tu dois lui imposer des limites sans plus tarder, sinon elle finira par nous évincer nous aussi, comme elle l'a fait avec le personnel. » Le millionnaire exhala un soupir de lassitude et secoua la tête, à court de patience pour une nouvelle confrontation. « Vous exagérez, rétorqua-t-il, s'efforçant de paraître serein. Elle est simplement enthousiaste à l'idée de faire partie de la famille. Et puisqu'elle va devenir ma femme, il est naturel qu'elle veuille aménager les choses à son goût. Vous ne croyez pas ? » Il saisit les clés sur la table et ajouta en s'éloignant, « Je ne peux pas poursuivre cette discussion maintenant. Je dois aller travailler. Soyez aimable avec ma fiancée, d'accord ?» Monique resta figée, observant son fils s'éloigner. Son cœur de mère se serrait d'appréhension. Elle savait que Stéphane était aveuglé par l'amour et que cette histoire ne pouvait bien finir. Quelques jours plus tard, Stéphane profitait d'un jour de repos dans le jardin avec Lulu, qui s'occupait des plantes. Monique, comme à son habitude, se rendit à la cuisine pour préparer son thé quotidien. Le parfum des herbes infusées embaumait la pièce lorsqu'un bruit provenant du jardin arrière attira son attention. C'étaient des voix, deux. La vieille dame reconnut immédiatement l'une d'elles. C'était Valérie. Intriguée, elle s'approcha de la fenêtre et entendit distinctement une conversation qui allait tout bouleverser. « Sois patient, Nicolas, nous sommes encore chez mon stupide fiancé, » disait Valérie avec un mépris non dissimulé. « Il est bien trop aveugle pour s'apercevoir que je ne l'aime pas, mais nous devons rester prudents pour qu'il ne nous surprenne pas ensemble. » Monique écarquilla les yeux et laissa échapper la cuillère dans sa tasse. Son cœur s'emballa. Elle se précipita vers la fenêtre et, en regardant à travers les rideaux, elle vit la scène de ses propres yeux. Ils étaient là tous les deux, Valérie et le nouveau chauffeur Nicolas, enlacés derrière la maison, riant et s'embrassant comme de vieux amants. Une fureur intense la submergea. « Allons, Nicolas, prépare la voiture, je vais trouver une excuse pour sortir sans que l'idiot ne se doute de rien, » dit la perfide en rajustant sa coiffure avant de voler un dernier baiser à son amant. Monique porta ses mains à sa bouche, horrifiée. La tasse de thé tremblait dans ses mains. Valérie se dirigea alors vers l'entrée du château. Son plan était simple, invoquer la visite habituelle à sa mère malade et partir tranquillement rejoindre son amant. Monique, tremblante, posa son thé et sortit de la cuisine, résolue. Elle devait tout révéler à son fils. Dans le couloir, elle tomba sur sa belle-fille indigne qui ajustait son sac et son manteau. La femme avait déjà son discours bien rodé. « Mon chéri, je vais de nouveau rendre visite à ma pauvre mère souffrante aujourd'hui, » dit-elle d'un ton larmoyant et théâtral. Stéphane, qui arrivait à ce moment-là, répondit aussitôt avec la sollicitude d'un mari épris. « Je t'ai déjà proposé de t'accompagner, ma chérie. Je peux m'occuper de ta mère, je ne vois pas en quoi cela poserait problème. » Mais la nouvelle belle-mère de Chloé insista, un regard faussement doux dans les yeux. « Je te l'ai déjà dit, mon amour, elle est très malade et a perdu la tête. La présence d'un étranger à la famille pourrait aggraver son état. » L'homme soupira, se laissant abuser. Ce qu'il ignorait, c'est que cette mère malade n'existait plus. La femme était décédée depuis longtemps d'une terrible maladie. Et Valérie, fille ingrate, n'avait même pas daigné se rendre à l'hôpital ou à ses funérailles. La vérité était cruelle. Elle ne se souciait de personne d'autre qu'elle-même.
Chaque mot mielleux n'était qu'un masque pour dissimuler ses véritables intentions, la liberté de continuer à tromper son fiancé en toute impunité. Monique, dissimulée derrière un mur, entendait tout, le cœur battant à grands coups. Lorsque Valérie fut enfin partie, la vieille dame respira profondément. Elle savait ce qu'il lui restait à faire. Elle sortit de sa cachette et se dirigea vers le salon, déterminée à tout dévoiler. Mais en voyant son fils sourire, absorbé dans ses pensées, son instinct maternel prit le dessus. « Non, je ne peux pas faire ça », se murmura-t-elle, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Je ne peux pas tout lui révéler comme ça. Cela briserait le cœur de mon fils. Il a déjà tant souffert de la perte de la mère de la petite Lulu. Je ne peux pas laisser ses fiançailles se terminer de manière si sordide. Cela le détruirait. » Elle inspira profondément, cherchant une solution. « Mais je ne peux pas non plus le laisser vivre un mariage de dupe avec cet arriviste. Non, je vais m'en charger moi-même. Je vais chasser cette vipère sur le champ. » Elle essuya ses larmes avec un mouchoir et se redressa. La douce Monique, mue par la force de l'amour maternel, se métamorphosait en une femme prête à affronter tous les dangers. Alors, remplie de courage, elle décida d'aller confronter Valérie en personne, dans le château même, ce jour-là. Et c'est ainsi que, résolue et le sang en ébullition, la matriarche se prépara à affronter la méchante face à face. Quand la vipère revint et se trouva seule dans le salon, la vieille dame n'hésita pas. Monique entra dans la pièce d'un pas assuré et le regard déterminé. Son cœur battait la chamade, mais sa voix ne tremblait pas. En face d'elle, Valérie était nonchalamment assise, feuilletant un magazine comme si elle était la reine du monde. La matriarche alla droit au but. « Écoute-moi, je suis au courant de tout, » dit-elle d'une voix grave et chargée de colère. « Je sais que tu trompes mon fils et que tu as renvoyé le pauvre monsieur Dubois, le chauffeur de la famille, uniquement pour engager ton amant et l'avoir près de toi. Mais c'en est assez. Je devrais tout révéler à mon fils immédiatement, mais je veux épargner son cœur. Je te donne donc une chance de partir sans esclandre. Va-t'en, quitte cette maison et ne reviens jamais. » Le silence s'installa dans la pièce pendant quelques secondes, mais au lieu de la peur, ce fut le rire de Valérie qui éclata. Un rire froid, méprisant, qui glaça le sang de Monique. « Ah, vraiment ? Le petit cœur sensible et naïf de ton fils sera donc préservé, » se moqua-t-elle en se levant avec lenteur. « Tu sais pourquoi ? Parce que je ne quitterai pas cette maison. Je continuerai à régner ici et tu ne diras rien à mon fiancé, est-ce clair ?» Monique resta stupéfaite devant tant d'arrogance. « C'est insensé. Si tu t'imagines que je vais me rendre complice de l'infidélité que tu fais subir à mon fils, tu te trompes lourdement. Je t'ai offert une porte de sortie honorable, mais maintenant, je vais tout lui dire. » La vieille dame tourna les talons et se dirigea vers la porte du château, mais elle n'eut pas le temps de faire 2 pas. Soudain, elle entendit le bruit de pas lourds derrière elle. Avant qu'elle ait pu réagir, elle fut encerclée par les nouveaux employés, ceux que Valérie avait personnellement recrutés. « Que faites-vous ? Qu'est-ce que cela signifie ?» cria Monique, paniquée. Mais il était trop tard. 2 hommes costauds la saisirent par les bras et lui bâillonnèrent la bouche. Valérie s'approcha lentement, un sourire cruel aux lèvres. « Tu pensais vraiment que j'allais renoncer à tout ce que j'ai obtenu jusqu'à présent pour une vieille Cendrillon comme toi ?» dit-elle en se penchant pour lui murmurer à l'oreille. « Ton fils est à moi maintenant. Ta maison, ta famille, ta fortune, tout est à moi. » Monique se débattait pour se libérer, mais ses agresseurs étaient plus forts. « Et sais-tu ce qui est le pire ? » poursuivit la vipère, le regard haineux. « Je pourrais te faire disparaître sur le champ. Cela réglerait mes problèmes, mais je vais faire pire. Je vais te laisser assister à tout. Tu verras de tes propres yeux comment je te dépouille de tout, sans que tu puisses rien y faire. » La femme éclata d'un rire sonore. Un rire qui résonna dans tout le château. Pendant ce temps, l'un des hommes de main tenait un petit flacon et le lui tendit. Valérie s'en empara et ordonna d'un simple geste de le faire ingérer de force à la vieille dame. « Tenez-la fermement, » dit-elle d'une voix glaciale. Les hommes pincèrent le nez de Monique et la forcèrent à avaler le liquide amer. La vieille dame tenta de résister, mais le goût acre et le désespoir la firent sombrer dans l'inconscience en quelques secondes. Valérie observa la scène, satisfaite. « Voilà. Dors, ma vieille, et à ton réveil,
tu ne te souviendras même plus de ton nom, murmura-t-elle avant d'ordonner qu'on l'abandonne près du grand escalier. Des heures plus tard, à la tombée de la nuit, Monique reprit connaissance, la tête douloureuse. Tout était flou. Les voix qui l'entouraient semblaient lointaines. Soudain, elle sentit quelqu'un lui agripper les épaules. « Maman, ça va ? Maman, que s'est-il passé ?» demanda Stéphane, angoissé. « Tu étais étendu ici, au pied de l'escalier, quand nous sommes rentrés du jardin. C'est Valérie qui t'a trouvé et qui est venue nous prévenir. » Monique cligna des yeux à plusieurs reprises, tentant de comprendre où elle se trouvait. Tout tourbillonnait. Quand son regard se fit plus net, elle aperçut sa belle-fille aux côtés de son fils, feignant l'inquiétude. La vieille dame porta la main à son front. « Je ne sais pas, je ne me souviens pas très bien de ce qui s'est passé ni comment je suis arrivée là, » répondit-elle d'une voix faible. Valérie, l'expression maîtrisée et le ton mielleux, intervint avant que Stéphane ne puisse poser d'autres questions. « Elle a dû chuter, mon amour. Elle s'est sans doute cogné la tête et la chute l'a désorientée. » Lulu, qui assistait à la scène les larmes aux yeux, aida son père à relever sa grand-mère. « Viens, mamie, il faut que tu te reposes maintenant. » Stéphane et sa fille conduisirent Monique jusqu'à sa chambre. La vieille dame paraissait confuse, elle titubait et prononçait des mots sans suite. Dans les jours qui suivirent, le comportement de Monique changea. Elle avait des moments de lucidité, mais la plupart du temps, elle était absente, amnésique. Certains matins, elle fixait l'entrée de la maison et marmonnait des phrases incohérentes. Non, pas elle. Lulu, appelle Lulu. Je ne veux pas de Valérie près de moi. Dès que Valérie s'apercevait que la vieille dame recouvrait ses esprits, elle intervenait. Elle entrait dans la chambre avec un verre d'eau et un sourire hypocrite. Prenez votre médicament, belle maman. C'est pour votre bien, disait-elle tout en augmentant la dose progressivement. Elle continua ainsi pendant des semaines, jusqu'à ce que la pauvre femme en vienne à oublier même les visages de ses proches. Un après-midi, Chloé entra dans la chambre et trouva sa grand-mère assise, le regard vide. La fillette s'approcha doucement, la voix nouée. « Mamie, tu ne me reconnais plus ? C'est moi, ta petite fille. Allez, essaie de te souvenir. » La vieille dame sia lentement, sans reconnaître le visage de l'enfant. Les larmes roulaient sur les joues de Lulu. « Mamie, je sais qu'au plus profond de toi, tu sais qui je suis. Regarde, je t'ai fabriqué un cadeau, dit-elle en ouvrant sa petite main pour révéler un collier orné d'une petite pierre transparente. C'est moi qui l'ai fait avec une jolie pierre que j'ai trouvée dans notre jardin. Comme ça, tu sauras toujours qui je suis, la fille au collier. Et moi, je saurai toujours qui tu es, d'accord ? La fillette passa délicatement le collier autour du cou de sa grand-mère. Puis elle la serra très fort dans ses bras, en pleurant. « Je t'aime, mamie, murmura-t-elle, tandis que la vieille dame, sans même la comprendre, répondit par un faible geste de la main. Les jours devinrent des semaines. Stéphane consulta de nombreux médecins pour sa mère, mais aucun ne parvenait à expliquer son état. « Nous ne pouvons pas identifier la cause de l'amnésie de Monique, disaient les spécialistes. Il s'agit probablement des conséquences naturelles du grand âge. » Ce que Stéphane et Chloé ignoraient, c'est que Valérie tirait les ficelles. Elle soudoyait chaque médecin pour qu'il falsifie les rapports et dissimule l'empoisonnement qu'elle administrait jour après jour. Avec le temps, Monique devint totalement muette. Elle passait ses journées assise dans le même fauteuil, le regard absent. La femme forte et déterminée qui avait jadis régné sur cette maison n'était plus que l'ombre d'elle-même. Stéphane venait la voir tous les jours, espérant lui arracher un mot. « Bonjour, maman. C'est moi, ton fils. Peux-tu le dire, fils ?» lui demandait-il en lui prenant tendrement les mains. Mais aucun son ne sortait, seulement le silence et les larmes de celui qui, à son insu, était le témoin d'une tragédie orchestrée au sein de son propre foyer. Chaque jour, la scène se reproduisait à l'identique. Stéphane et Lulu s'asseyaient en face de Monique, guettant le moindre signe de vie, le moindre vestige de souvenir. « Bonjour, maman. C'est ton fils, tu te souviens ? » « Fils » répétait le millionnaire avec espoir, mais elle se contentait de les regarder, immobile, comme piégée dans une transe sans fin. C'était comme si le corps de la vieille dame était présent, mais que son esprit s'était égaré dans un lointain ailleurs. Aucune réaction, pas un mot.
Jusqu'à un après-midi pluvieux où la famille était attablée dans la salle à manger. Stéphane se leva, un sourire ému aux lèvres, une coupe de vin à la main. À tous, j'ai une grande nouvelle, la date du mariage est fixée. Valérie et moi nous unirons le mois prochain. Ces mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Monique, qui jusqu'alors semblait une statue inanimée, tressaillit dans son fauteuil. Ses yeux s'écarquillèrent, son corps fut pris de convulsions et des sons rauques s'échappèrent de sa gorge. Non. Non. Articula-t-elle avec peine, agitant les doigts comme pour appeler à l'aide. Stéphane et Lulu se précipitèrent à ses côtés. Calme-toi, mamie. Nous sommes là, d'accord? Nous sommes avec toi, dit Chloé en lui prenant les mains. Valérie se leva également, feignant l'inquiétude, mais ses yeux trahissaient une panique intense. Mon Dieu, elle a dû manger quelque chose qui ne passe pas, dit-elle avec emphase. Je vais immédiatement voir la chef cuisinière. Elle se dirigea d'un pas rapide vers la cuisine. Une fois là-bas, son expression douce s'effaça. Elle agrippa la porte et siffla avec fureur à la cuisinière, sa complice, tu as entendu ce qui vient de se passer? Augmente sur le champ la dose de médicaments de cette vieille idiote et trouble-faite. La cuisinière, effrayée, balbutia, mais Madame Valérie, une dose aussi forte pourrait la tuer. Valérie la foudroya du regard, folle de rage, saisit l'employé par le col de son uniforme et articula, les dents serrées, regarde-moi bien et dis-moi, ai-je l'air de me préoccuper qu'une dose soit trop forte? Son regard était d'une haine glaciale. Je veux cette vieille impotente, incapable même de se souvenir qu'elle existe, tu m'entends? Mon mariage approche et je ne veux pas que cette sorcière vienne tout gâcher. La cuisinière déglutit, terrifiée. Oui, madame. Répondit-elle, soumise. Pendant ce temps, dans la salle à manger, l'atmosphère était électrique. Monique s'était un peu apaisée, mais elle tremblait encore. Lulu, profitant de l'absence de sa belle-mère, décida de faire part d'une observation qui la troublait. Papa, je sais que tu n'apprécies pas que je critique Valérie, mais as-tu remarqué que mamie n'a eu cette réaction qu'au moment où tu as annoncé le mariage? Stéphane regarda sa fille, perplexe, ne sachant que répondre. À cet instant, Monique remua légèrement les doigts, comme pour acquiescer aux propos de la fillette. Lulu s'anima. Tu vois? Ça recommence. Et si? Et si mamie savait quelque chose sur Valérie et qu'elle essayait de nous mettre en garde? L'homme sourit avec tendresse et caressa la tête de sa fille. Ma chérie, tu te fais des idées. Si maman avait quelque chose à nous reprocher à Valérie, elle l'aurait dit depuis longtemps, quand elle pouvait encore s'exprimer. Peut-être que ses réactions sont simplement un signe d'amélioration. Voyons les choses comme ça, d'accord? La fillette soupira, déçue, en regardant sa grand-mère de nouveau figée. Le temps fila. Le mois du mariage arriva et les préparatifs battirent leur plein au château. Valérie tenait à tout superviser personnellement, les fleurs, la décoration, le menu, les invités. Mais en coulisses, ses instructions étaient d'une cruauté sans nom. Anticipant que sa belle-mère pourrait perturber la cérémonie, elle convoqua ses complices à la cuisine. Écoutez attentivement mes ordres. Augmentez la dose de son médicament avant le mariage et administrez-lui une dose supplémentaire à chaque fois qu'elle aura une réaction anormale. C'est compris? Les femmes échangèrent un regard effrayé, mais obtempérèrent. Et c'est précisément ce qu'elles firent. Puis, le grand jour arriva. L'église de village était comble, parée de fleurs blanches et de bougies. Le prêtre, la chorale et les invités attendaient fébrilement. Stéphane était submergé par l'émotion, les larmes aux yeux, tandis que Valérie remontait l'allée centrale, affichant un air de fausse pureté. Au premier rang, Monique assistait à la scène depuis son fauteuil roulant, le regard vide. À ses côtés, la petite Lulu lui serrait la main très fort, s'efforçant de ne pas pleurer. Le prêtre éleva sa voix solennelle. Valérie Justino Pereira, consentez-vous à prendre Stéphane Oliveira Campos pour votre légitime époux et promettez-vous de lui être fidèle dans le bonheur comme dans l'épreuve, dans la santé comme dans la maladie, de l'aimer et de le respecter tous les jours de votre vie? La scélérate esquissa un léger sourire et répondit, les doigts croisés derrière son bouquet, oui, je le veux. Le prêtre se tourna vers le marié. Stéphane Oliveira Campos, consentez-vous à prendre Valérie Justino Pereira pour votre légitime épouse et promettez-vous de lui être fidèle dans le bonheur comme dans l'épreuve, dans la santé comme dans la maladie,
de l'aimer et de la respecter tous les jours de votre vie? À ce moment précis, un gémissement se fit entendre dans l'église. Monique se mit à s'agiter, tremblante, tentant de parler, haine. Non. Non. Murmurait-elle, luttant contre les effets des médicaments. Les invités échangèrent des regards perplexes, mais avant que quiconque n'intervienne, le chauffeur, Nicolas, l'amant de Valérie, apparut avec un verre d'eau et un comprimé. « C'est l'heure de son traitement, dit-il en souriant. Sans la moindre méfiance, les invités acquiescèrent et l'homme fit avaler de force le comprimé à la vieille dame. En quelques secondes, son corps se relâcha. Ses yeux redevinrent inexpressifs. Stéphane, ignorant tout de la scène, répondit avec émotion, « Je le veux, j'accepte d'épouser Valérie. » La chorale entonna un chant. L'église fut secouée par les applaudissements. Lancers de riz et de confettis, embrassades, baisers, coupes levées. Valérie souriait, triomphante et radieuse. Après la cérémonie religieuse, tous se rendirent au salon de réception du château pour la signature du mariage civil. Le juge de paix les y attendait. Nulle cérémonie, nulle préparation, juste la formalité des signatures. Valérie saisit la première le stylo, apposa son nom avec une hâte fébrile et un sourire victorieux. « Voilà, à ton tour, mon amour, dit-elle en tendant le stylo à Stéphane. Il inspira profondément et s'apprêta à signer, mais à cet instant, un cri rauque déchira le brouhaha des conversations et de la musique. « Non, non !» hurla Monique avec le peu de force qui lui restait. Tous se retournèrent, stupéfaits. La vieille dame tremblait, tentant de se hisser hors de son fauteuil. La coupe de vin tomba de la table et le collier que Chloé lui avait confectionné se balança à son cou, scintillant sous la lumière du salon. L'instinct maternel l'emporta sur le poison. Même affaiblie, au bord de l'évanouissement, Monique mobilisait toutes ses forces pour empêcher son fils de signer ce document maudit. Stéphane laissa tomber le stylo et se précipita vers elle, affolé. « Maman, que se passe-t-il, ma mère » cria-t-il, la soutenant dans ses bras. Les invités se mirent à chuchoter et la panique gagna le salon. « La fête est terminée, nous l'emmenons à l'hôpital » hurla l'homme, au comble de l'angoisse. Les gardes du corps frayèrent un passage et Lulu courait aux côtés de son père, en larmes, tandis que Valérie observait la scène de loin, le regard froid et calculateur. La scélérate n'avait pas atteint son but cette fois-ci. Le mariage était interrompu et son imposture avait failli être révélée, mais au fond d'elle, elle savait ce qu'il fallait faire. Et tandis que Stéphane installait sa mère dans la voiture, bouleversée, Valérie se murmura à elle-même avec le sourire sinistre qui lui était propre, « Si c'est la guerre qu'elle cherche, c'est la guerre qu'elle aura. » Folle de rage, tremblant presque de colère, Valérie arpentait sa chambre de long en large. Son plan parfait avait été réduit à néant, et la scélérate savait qu'une action rapide s'imposait. Elle ne pouvait plus prendre le risque que sa belle-mère retrouve ses esprits et ruine tout. Résolue, elle se tourna vers le chauffeur, son complice et amant, et déclara d'un ton glacial, « Je vais trouver une excuse pour éloigner l'idiot et sa sotte de fille d'ici sans prendre la voiture. Je leur proposerai une promenade, observer les oiseaux ou une autre de ces futilités qu'ils apprécient tant. Ils adorent ces niaiseries. Pendant ce temps, tu prends la vieille, tu la mets dans la voiture et tu l'emmènes très loin. Jette-la du haut d'une falaise isolée en Normandie. » Nicolas acquiesça d'un signe de tête, impassible. Il était conscient que la femme avec qui il était lié était capable du pire, et pourtant, il lui obéissait aveuglément. Le lendemain, Valérie mit son plan à exécution. Affichant un sourire mielleux, elle invita Stéphane et Lulu à une promenade dans le parc du domaine, prétextant que l'air pur leur serait bénéfique. Tandis que le père et la fille s'éloignaient, insouciants, le chauffeur se rendit dans la chambre de Monique. La vieille dame, affaiblie et sans défense, avait à peine reçu les soins appropriés à l'hôpital. Grâce à un nouveau pot de vin de Valérie, elle n'eut pas le temps de réagir. Nicolas la souleva dans ses bras, la recouvrit d'un drap et la transporta jusqu'à la voiture. La Citroën DS s'élança à vive allure sur les routes de campagne jusqu'à une falaise isolée, à l'abri des regards. L'homme ouvrit la portière, contempla la femme inconsciente et marmonna avec dédain, « Que le diable t'emporte, vieille peau. » Puis, sans la moindre hésitation, le misérable poussa le corps de la dame dans le vide. Le bruit de l'impact se répercuta pendant quelques secondes avant de s'éteindre. Satisfait, il s'épousseta les mains et tourna le dos, persuadé que c'était la dernière fois qu'il voyait Monique. Mais il se trompait. Monique n'était pas une femme ordinaire.
Malgré ses blessures et son étourdissement, l'instinct maternel brûlait encore en elle. Avec peine, elle ouvrit les yeux en toussant et murmura d'une voix faible, « Mon fils. » Non. Son corps était endolori, sa tête tournait, mais sa volonté de vivre était plus forte. Lentement, elle se redressa et se mit à marcher, titubant, sans destination. Pendant ce temps, au château, Stéphane et Chloé rentraient de leur promenade et s'inquiétèrent de l'absence de la vieille dame. Ils la cherchèrent dans toutes les pièces, l'appelèrent dans les couloirs, mais en vain. La panique s'installa. Stéphane contacta immédiatement la police. Des avis de recherche furent imprimés, les voisins alertés et les recherches s'étendirent à toute la région. « Maman, où es-tu ? S'il vous plaît, quelqu'un l'a-t-il vue ? » criait Stéphane dans les rues, montrant des photos de sa mère aux passants. Chloé, les larmes coulant sur ses joues, interrogeait également toutes les personnes qu'elle croisait. « Mamie, avez-vous vu ma grand-mère ? Elle portait un collier comme celui-ci, regardez, comme sur la photo. » Ils ne connurent aucun répit. Pendant des jours, des semaines, puis des mois, ils cherchèrent sans relâche. La police, découragée, commença à émettre l'hypothèse d'un décès. Il est fort probable qu'elle soit sortie seule, désorientée, et que le pire soit arrivé, déclara un enquêteur. Mais Stéphane refusait de l'admettre. Non, ma mère n'aurait jamais fait ça. Elle n'aurait pas disparu ainsi. Je sens qu'elle est en vie, répétait-il, les yeux brillants de larmes. Cependant, après près d'un an de recherche, les autorités classèrent l'affaire. La famille, anéantie, dut se résoudre à accepter officiellement la perte. Monique fut déclarée morte. Tandis que Stéphane et Chloé pleuraient sa disparition, Valérie savourait sa victoire. Dans sa chambre, elle souriait de satisfaction en conversant avec son amant. Maintenant que cette vieille n'est plus un obstacle, le mariage civil pourra enfin avoir lieu et je mettrai la main sur toute la fortune de cet imbécile, affirma-t-elle avec assurance, en buvant une gorgée de vin. Mais le destin n'avait pas dit son dernier mot. En raison de la tragédie et des formalités administratives, le mariage civil fut sans cesse repoussé. Un soir, alors que le couple s'apprêtait à se rendre à une soirée de millionnaires, Valérie décida de relancer le sujet. Tout en ajustant ses boucles d'oreilles et sa robe, elle demanda d'une voix enjôleuse, « Mon amour, je sais que tu n'aimes pas aborder ce sujet, mais quand allons-nous enfin signer ce document pour devenir mari et femme aux yeux de la loi ?» Stéphane, qui rajustait sa cravate devant le miroir, répondit d'un ton neutre, « Nous sommes déjà mariés devant Dieu, Valérie, et je doute que cette signature ait lieu de sitôt. Depuis la mort de ma mère, je ne peux même pas y penser. » Il inspira profondément, le regard las. « Et je n'ai pas réussi à faire en sorte que Chloé t'accepte comme belle-mère. Elle ne cesse de me mettre en garde contre toi et de me dire que mamie. » Valérie perdit son sourire. Les paroles de son mari la heurtèrent de plein fouet. Elle comprit que, bien qu'elle se fût débarrassée de sa belle-mère, une nouvelle menace se profilait, la fille. La scélérate réfléchit tandis que son mari achevait de se préparer. « D'accord, mon amour, je comprends, » répondit-elle avec une fausse douceur. « Termine de te préparer, je vais demander au chauffeur de sortir la voiture. » Elle déposa un baiser fugace sur la joue de Stéphane, prit son sac et quitta la chambre précipitamment. Une fois au garage, elle trouva Nicolas adossé à la voiture. « Il refuse de signer, » dit-elle, furieuse. « Cet abruti refuse de signer ce maudit papier. Et devine pourquoi. À cause de cette petite peste. Il faut s'en occuper. » Son regard était sombre. « À notre retour de la soirée, nous éliminerons le dernier obstacle sur notre chemin. » Nicolas sourit, satisfait. « Compte sur moi, mon amour. » Peu après, la Citroën DS quitta le domaine en direction de la réception des millionnaires. À son bord se trouvaient 4 personnes, le mari crédule, l'épouse adultère, le chauffeur amant et la fille perspicace, qui sentaient monter en elle un mauvais pressentiment. Alors que le véhicule parcourait l'avenue illuminée, Lulu regardait par la fenêtre. L'éclat des lumières de la ville tranchait avec l'obscurité des trottoirs, où plusieurs personnes dormaient sur des cartons, grelottant de froid. La fillette fronça les sourcils et demanda avec tristesse, « Papa, pourquoi ces gens vivent-ils dans la rue ?» Valérie leva les yeux au ciel discrètement et répondit avec le mépris qui la caractérisait, « Parce que, ma chère, certains sont destinés à tout posséder, et même plus, comme nous, tandis que d'autres sont condamnés à la misère. »
Stéphane lança un regard réprobateur à sa femme et tenta d'adoucir sa réponse cruelle. Ce que ta belle-mère veut dire, ma chérie, c'est que, malheureusement, le monde est injuste. Pendant que certains vivent dans l'opulence, d'autres n'ont même pas un toit. Lulu continua d'observer par la fenêtre les gens étendus sur le sol, recouverts de haillons. Nous avons beaucoup, papa. Nous pouvons les aider. Ils ont besoin de nous. Stéphane sourit, touché par la bonté de sa fille. Tu as raison. Et nous le ferons, ma chérie. Nous organiserons d'autres œuvres de charité. Papa doit se rendre à cette réception ce soir, c'est important pour mon travail. Mais dès que nous en sortirons, nous aiderons ces gens, nous leur achèterons des repas. C'est promis, d'accord? La fillette acquiesça, songeuse. Son regard se perdit de nouveau par la fenêtre, suivant le défilé des lumières. Lorsque la voiture tourna enfin au coin de la rue et que le somptueux salon de réception apparut, tout illuminé, le cœur de la fillette se serra. Le contraste était violent. Dehors, la détresse. Dedans, le faste, les rires et le cristal. Elle contempla cette scène et pensa en silence, les yeux humides, c'est injuste. Cette pensée d'injustice ne cessa de la tourmenter tout au long de la soirée. Tandis que son père souriait et s'entretenait avec animation avec ses hommes d'affaires en costume de créateur, la fillette observait les alentours, dérangée par chaque rire forcé, chaque coupe de champagne levée. Elle tira sur la manche de son père pour attirer son attention. « Papa, pourquoi se comporte-t-il ainsi? Pourquoi tout le monde ici ne parle que d'argent? Pourquoi sont-ils si égocentriques? L'argent est-il si important pour eux qu'ils sont aveugles à ce qui se passe dehors? » Stéphane ouvrit la bouche, s'apprêtant à répondre. Mais avant qu'il n'ait pu prononcer un mot, un autre homme élégant s'approcha, un large sourire aux lèvres, et l'interrompit. « Stéphane, mon ami, il faut que nous parlions de ce nouvel investissement. » Et de nouveau, l'attention de son père fut détournée par le sujet qui semblait être le seul à captiver ses hommes, l'argent. Chloé baissa la tête, déçue. Son malaise s'intensifiait. Elle regarda la table somptueusement garnie, les bijoux étincelants et les visages des gens qui affichaient un bonheur de façade tout en ignorant le monde extérieur. Elle voulut se lever, mais sentit une main ferme lui saisir le bras. Valérie, la belle-mère, siffla entre ses dents, son faux sourire toujours en place pour que personne ne remarque son ton menaçant, ne fais pas de vagues, petite insolente. La fillette écarquilla les yeux et se dégagea vivement. Je ne suis pas une insolente. Lâche-moi. Lâche-moi, je veux sortir. La belle-mère resserra son étreinte, mais Lulu se mit à se débattre pour se libérer. Lâche-moi. Lâche-moi. Tu n'es pas ma mère. Je ne veux plus rester ici. Ma place n'est pas là. Et tu vas me laisser partir, papa. Dis-lui de me laisser partir. Sa voix éclata dans le salon, captant l'attention de tous. Les invités échangèrent des regards et des murmures tandis que Stéphane tentait de comprendre la situation. Mais avant qu'il n'ait pu se lever, Chloé s'était déjà échappée et courait vers la sortie. Elle ne se soucia ni des regards, ni des chuchotements. Elle sortit, résolue, le cœur battant à tout rompre. Stéphane fit un pas pour la rattraper, mais Valérie le retint par le bras, arborant un sourire forcé. Laisse-la prendre l'air. Elle doit comprendre qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Elle reviendra bien assez tôt, en se plaignant d'avoir été dégoûtée ou effrayée par la sans-abri. Elle se tourna vers les autres invités et ajouta d'un ton faussement autoritaire, « Mon cher, tu dois avoir une conversation avec cet enfant. Elle est devenue ingérable. Elle ne m'a jamais respecté, ça, je le savais, mais maintenant, elle ne respecte même plus son propre père. » Stéphane soupira, las des querelles. « D'accord, Valérie. Je vais attendre qu'elle se calme, » dit-il en se rasseyant. Bientôt, un autre associé millionnaire s'approcha de la table, changeant radicalement de sujet. « Stéphane, à propos de cette fusion. » Commença l'homme. Tandis que son père discutait profit et contrat, l'histoire prenait une toute autre tournure à l'extérieur. La petite Lulu, désormais seule, traversait le hall du salon et poussait les portes vitrées donnant sur la rue. L'air froid de la nuit la saisit. Dehors, sous la lueur blafarde des lampadaires, elle aperçut une femme emmitouflée, allongée devant l'entrée, une vieille dame vêtue de haillons, recouverte d'une couverture sale. « Bonsoir, madame », dit la fillette en s'agenouillant à ses côtés. «
Avez-vous faim? Je peux vous apporter une assiette de l'intérieur. Dites-moi simplement ce qu'il vous faut. La fillette parlait avec douceur et compassion. Mais en l'observant de plus près, un détail attira son attention. Les yeux de la petite Chloé s'agrandirent. Elle porta la main à sa bouche, stupéfaite. Ce collier. Ce collier à votre cou. Balbutia-t-elle, incrédule. Je le reconnais. Je reconnaîtrai ce collier même après 1000 ans. Le cœur de la fillette s'emballa. Mamie, murmura-t-elle, n'osant y croire. La vieille dame respirait avec peine, mais ne disait rien. Chloé, paniquée, se retourna vers le salon et vit les lumières se refléter sur les parois de verre. Elle devait prévenir son père sur le champ. Elle se leva et repartit en courant, traversant tout le salon sous les regards étonnés des invités. Son cœur battait à tout rompre. Sans réfléchir une seconde de plus, elle se releva d'un bond et retourna en courant vers le salon. Les convives commentaient encore l'esclandre lorsqu'ils la virent faire irruption, haletante, le visage écarlate et les yeux exorbités. Valérie, en voyant la fillette revenir, se dit en riant intérieurement, voilà la petite peste, en panique parce qu'elle a été dégoûtée par la mendiante. Enfin un point commun entre nous. Mais elle se méprenait. L'expression de Lulu était celle de l'espoir, non de la peur. La fillette arriva, à bout de souffle, à la table, criant « Papa, il faut que tu m'écoutes. Regarde-moi, ça ne prendra qu'un instant. Je te jure que ça en vaut la peine. » Stéphane, absorbé par ses affaires, lui fit signe d'attendre, sans lui accorder la moindre attention. C'est alors que la fillette prit une décision radicale, elle s'empara de la coupe de vin de sa belle-mère et en renversa le contenu sur le costume de l'associé millionnaire. Le vin s'écoula lentement sur le tissu précieux et l'homme bondit de sa chaise, furieux. « Mais qu'est-ce que cela signifie » hurla-t-il, indigné. Stéphane se leva, effrayé. « Ma fille, qu'as-tu fait » Mais il était trop tard. L'associé s'éloignait déjà en pestant. Et enfin, la fillette avait toute l'attention de son père. Valérie tenta bien de dire quelque chose, mais la fillette, euphorique, parvint à faire en sorte que Stéphane tourne son regard et observe attentivement la vieille dame. Le visage rouge d'émotion, elle désigna la grande façade vitrée. « Papa, regarde, n'est-ce pas mamie, celle qui est décédée ?» Pendant quelques secondes, l'homme resta pétrifié. Son regard se riva sur la silhouette emmitouflée à l'extérieur. Son cœur s'emballa et sa gorge se noua. « C'est impossible, » murmura-t-il en s'avançant d'un pas. C'était comme s'il luttait contre lui-même pour ne pas se précipiter vers elle. Sans hésiter, lui, sa fille et Valérie, également sous le choc, se dirigèrent d'un pas rapide vers la sortie du salon. Dehors, la scène était poignante. Stéphane s'agenouilla devant la femme emmitouflée et lui parla d'une voix tremblante, « Maman, c'est vous. Je vous ai cherché si longtemps. On m'a dit que vous étiez morte et je l'ai cru. Mais si vous êtes là, je... » Il tendit les mains et écarta la capuche qui dissimulait le visage de la femme. Mais au lieu de sa mère, il découvrit une inconnue, une vieille dame à l'apparence tout autre, aux yeux lasses et à la peau burinée par le temps. La femme le dévisagea et dit d'une voix faible, « Monsieur, auriez-vous une petite aide à m'offrir ? S'il vous plaît ?» Stéphane cligna des yeux, déçu, puis se reprit rapidement. « Bien entendu, madame. Entrez. Installez-vous à notre table. Le repas vous est offert. Commandez ce qui vous fera plaisir, » répondit-il avec respect. Il se tourna ensuite vers sa fille, qui le regardait, les larmes aux yeux. Derrière eux, Valérie croisait les bras et secouait la tête d'un air narquois. « Papa, je suis désolé. Je pensais que... » « J'ai vraiment cru que c'était elle, » dit Lulu, la voix brisée. Mais un détail attira l'attention de la fillette. Lorsque la femme se leva pour accepter l'aide de son père, elle retira le tissu qui la recouvrait, et il n'y avait aucun collier. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. « Attends, cette dame ne porte pas le collier. Ce n'est pas mamie. Elle a dû s'en aller pendant que j'essayais de t'appeler. Et tu ne m'écoutais pas, papa. Mais je te le jure, mamie était là. » Stéphane regarda sa fille, s'efforçant de rester calme. Bien que perplexe, il la croyait. Le regard de la fillette était sincère, mais Valérie ne comptait pas en rester là. « N'as-tu pas déjà causé assez de problèmes pour aujourd'hui, petite ?
lança la belle-mère d'un ton venimeux dissimulé sous une voix suave. Lulu baissa la tête, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle avait raison. Après la soirée, le retour à la maison se fit dans un silence lourd. Valérie, cependant, semblait incapable de se contenir. Tout au long du trajet, elle accabla la fillette de critiques, le ton de sa voix acéré comme une lame. « C'est d'une irresponsabilité flagrante », disait-elle en se tournant vers la banquette arrière. Une enfant de cet âge ne devrait pas avoir une telle liberté d'action. Elle a besoin de limites, et de toute urgence. Chloé garda les yeux baissés, faisant fi des paroles de sa belle-mère. Son regard était fixé sur le visage de son père, qui ne paraissait pas en colère, mais plutôt déçu. Cela la blessait plus que n'importe quelle réprimande. Stéphane soupira et parla avec calme, mais fermeté. « Valérie a raison, ma chérie. Tu ne peux pas continuer à te comporter ainsi. Je suis épuisé. Va dans ta chambre. Demain, nous aurons une discussion sérieuse. » Lulu acquiesça en silence et monta les escaliers. Elle savait que toute tentative de justification ne ferait qu'exacerber la mauvaise humeur de son père. Mais une fois dans sa chambre, elle s'assit sur son lit et serra le collier qu'elle avait confectionné avec sa grand-mère. Une lueur de détermination brilla dans ses yeux. « Je sais ce que j'ai vu », se murmura-t-elle. « Mamie est seule dehors et elle a besoin de moi. S'ils ne veulent pas m'aider, j'irai la chercher seule. » Et c'est précisément ce qu'elle fit. Dès l'aube, la fillette se glissa par la fenêtre de sa chambre, descendit avec précaution et s'enfuit pour accomplir sa mission. Lorsque Stéphane et Valérie se réveillèrent, la chambre de l'enfant était vide, le lit en désordre, la fenêtre ouverte et un billet posé sur l'oreiller. Stéphane le saisit d'une main tremblante et lut à voix haute « Vous ne me croyez pas, mais je sais que j'ai vu mamie. Je pars à sa recherche et nous reviendrons bientôt. Bise, Lulu. » Le père devint livide. « Mon Dieu, non, ma fille, » murmura-t-il, désespéré, en se précipitant vers le téléphone. Il appela immédiatement la police. Sa voix était à peine audible, étranglée par l'angoisse. Pendant ce temps, Valérie observait la scène de loin, le visage impassible. Intérieurement, elle bouillait de rage, non pas à cause de la disparition de la fillette, mais parce que son plan pour se débarrasser de la petite peste était contrarié. Elle fit les 100 pas, nerveuse, jusqu'à ce qu'un sourire malveillant se dessine sur ses lèvres. « Attends. » songea-t-elle. « C'est peut-être ma meilleure opportunité. » Elle feignit le désespoir, se précipitant vers son mari et déclarant d'un ton théâtral « Allons, mon mari, allons chercher notre pauvre petite fille. » Elle mobilisa ensuite tout le personnel de la maison, ou plutôt, les sbires déguisés qu'elle avait elle-même recrutés, pour participer aux recherches. Mais son véritable objectif était tout autre, faire semblant de chercher Lulu, alors qu'en réalité, il voulait la trouver les premiers pour en finir avec elle définitivement. Valérie, rusée, manipula même les autorités, donnant de fausses pistes à la police, les orientant dans la direction opposée à celle que la fillette avait prise. « Cherchez par là. »« Je suis certaine qu'elle est partie dans cette direction, » affirma-t-elle, trompant son monde. Stéphane, dans la voiture, nota l'incohérence de l'itinéraire. « Pourquoi allons-nous dans cette direction ? C'est absurde. Elle doit se trouver près de l'endroit où nous avons rencontré cette vieille dame. Prévenez les policiers. » Mais il était trop tard. Ils avaient perdu un temps précieux. Assez de temps pour que les hommes de main suivent la bonne piste et repèrent la fillette avant tout le monde. Dans une rue sombre de la banlieue, l'un des hommes pointa du doigt et s'écria « La voilà !» Chloé, qui marchait seule, épuisée et effrayée, se retourna en entendant la voix. L'espace d'un instant, elle sourit, pensant que les employés du château étaient venus l'aider à retrouver Monique. « Quelle bonne nouvelle, vous êtes venu m'aider. Nous sommes tout près d'elle, je le sens. Attendez. » Le ton de la fillette changea en voyant les visages menaçants des hommes qui se précipitaient vers elle. « Pourquoi vous approchez-vous comme ça ?» cria-t-elle en reculant. L'un des sbires répondit en hurlant, « Attrapez-la et assurez-vous de notre part du gâteau. » Allez. Les yeux de Lulu se remplirent de terreur. Son cœur s'emballa. « Ces gens ne sont pas mes amis ?» pensa-t-elle, se retournant et se mettant à courir de toutes ses forces. Elle enfila les ruelles, gravit les trottoirs, traversa des rues jonchées de détritus et de masures. Les hommes de main la talonnaient, proférant des menaces.
Elle est passée par là, ne la laissez pas filer. Mais la fillette, astucieuse, eut une idée. Je vais me faufiler dans cette ruelle et les semer, pensa-t-elle. Elle changea brusquement de direction et s'engouffra dans une venelle étroite, disparaissant à leur vue. Où est-elle passée, bordel? Cria l'un des hommes. Qu'est-ce qu'on va dire à la patronne maintenant? Cherchez. Elle ne peut pas être allée bien loin. Tandis que les spires s'agitaient, Lulu se blottit dans un coin sombre de la ruelle, haletante et terrifiée. C'est alors qu'elle remarqua la présence d'une silhouette à ses côtés, une femme étendue sur le sol, recouverte de haillons. Chloé, bien que tremblante, resta polie. « Bonjour, ça va, madame? Pardon d'interrompre votre repos. C'est que je suis poursuivi par des gens méchants. Puis-je rester un moment avec vous? » Mais en y regardant de plus près, le cœur de la fillette manqua un battement. Le collier, cette simple pierre scintillante suspendue au cou de la femme. Lulu porta la main à sa bouche, incrédule. « Attendez, vous êtes... » « Je n'y crois pas. »« C'est bien vous, mamie ?» Les larmes aux yeux, elle écarta doucement le tissu qui dissimulait le visage de la femme. Et elle était là, Monique, vivante, bien que faible et épuisée. « Mamie, je t'ai retrouvée. Je savais que c'était toi. Viens, rentrons à la maison. Tout va s'arranger maintenant, dit-elle, émue, en lui prenant la main. Mais la vieille dame ne réagit pas. Ses yeux étaient vides, absents. Chloé comprit qu'elle ne la reconnaissait pas. « Mamie, s'il te plaît, souviens-toi de moi. »« Je sais qu'au fond de toi, tu sais qui je suis, » insista la fillette en pleurant. « Souviens-toi de nos moments. Souviens-toi de moi, mamie. » Elle secoua doucement le bras de sa grand-mère, mais Monique restait immobile, clignant simplement des yeux, comme si elle entendait une voix lointaine. Pendant ce temps, les véritables recherches se rapprochaient. Stéphane comprit enfin l'erreur et ordonna aux policiers de changer d'itinéraire. La voiture de la famille filait à toute allure dans les rues, tandis que le chauffeur et Valérie échangeaient des regards tendus dans le rétroviseur. La scélérate se mordait la lèvre, angoissée. Où sont passés mes bons à rien d'employés? Songeait-elle, mais elle eut bientôt sa réponse. Stéphane désigna la fenêtre. « Attendez, chauffeur, arrêtez. Elle semble inquiète. Demandons-lui si elle a vu ma fille. » Le véhicule freina brusquement. Stéphane descendit en trombe et s'approcha du groupe d'employés. Leurs visages étaient en sueur, ils étaient essoufflés, et une tension palpable régnait. Il demanda, la voix tremblante d'anxiété, « Pourquoi êtes-vous essoufflé? Avez-vous retrouvé ma Lulu ?» La tension était telle que tous semblaient retenir leur souffle. Stéphane fixait les employés avec anxiété, attendant une réponse. Mais avant que quiconque n'ouvre la bouche, Valérie, toujours aussi fourbe, tenta de prendre les devants pour maîtriser la situation. « Je parie que vous n'avez rien trouvé, n'est-ce pas ?» dit-elle en esquissant un sourire, mais ses yeux trahissaient sa nervosité. La cuisinière, terrifiée par le regard de sa patronne, balbutia. Elle s'apprêtait à nier, comme le souhaitait la scélérate, mais en voyant la voiture de police se garer à leur côté, sa peur changea de camp. Elle déglutit et répondit, cherchant à se disculper, « Nous l'avons bien vue. Elle était dans le coin, mais elle nous a aperçus et s'est mise à courir pour une raison que nous ignorons. Nous l'avons alors perdue de vue. » L'expression de Valérie se figea. Son visage devint cireux. Nicolas, le chauffeur et amant, resta également pétrifié. Ils échangèrent un regard, ce regard silencieux de ceux qui partagent la même pensée. Et maintenant? Que faire? Mais contrairement à eux, l'espoir envahit Stéphane. Il se redressa, la voix vibrante d'émotion. « Alors allons-y, retrouvons ma petite fille !» cria-t-il, les larmes aux yeux. Le groupe s'élança dans les ruelles étroites jusqu'à une impasse sombre. De loin, ils aperçurent une petite silhouette agenouillée sur le sol. C'était Chloé, et elle pleurait à chaudes larmes, la tête posée sur les genoux d'une sans-abri. « Mamie, s'il te plaît, souviens-toi de moi », sanglotait la fillette. Stéphane courut, le cœur battant à tout rompre. À chaque pas, la peur et l'espoir se livraient une bataille acharnée. Mais lorsqu'ils arrivèrent enfin à sa hauteur, le choc fut total. Là se trouvait non seulement la petite Chloé, mais aussi Monique, vivante, la femme que tous croyaient morte.
Stéphane se figea un instant, peinant à croire ce qu'il voyait. Puis, avec un cri de soulagement, il tomba à genoux et serra sa fille et sa mère dans une même étreinte. « Maman, je n'en reviens pas. Tu avais raison, ma fille. Pardonne-moi d'avoir douté de toi, mais tu avais raison depuis le début, dit-il, la voix brisée. Lulu le serra en retour, riant et pleurant à la fois. Oui, papa. J'ai retrouvé mamie. Les nouveaux employés du château ont essayé de m'arrêter, mais je l'ai trouvée. Stéphane fronça les sourcils, confus. Comment ça, ma chérie? Que veux-tu dire par là? Demanda-t-il, sans encore saisir la portée de ses paroles. Mais avant qu'elle ait pu s'expliquer, Valérie s'approcha, souriante, tentant de détourner la conversation. Quelle merveilleuse nouvelle! Je suis si heureuse pour vous, Madame Monique, dit-elle, feignant l'émotion en se penchant pour embrasser la vieille dame. Ce contact fut l'élément déclencheur. Le corps de Monique fut secoué d'un frisson. Elle cligna des yeux. Son regard s'éclaira et quelque chose en elle se réveilla, comme si ce geste hypocrite avait ravivé tous ses souvenirs perdus. Soudain, elle releva la tête et cria de toutes ses forces, « C'est vous. C'est vous. Vous et votre amant. Maintenant, je me souviens de tout. » Tous se retournèrent, stupéfaits. Valérie blêmit et recula de quelques pas, tremblante. Stéphane regarda sa mère, perplexe. « Amant? De quoi parle-t-elle, mon amour ?» demanda-t-il en se tournant vers sa femme. L'intrigante tenta de noyer le poisson. Je ne sais pas, mon amour. Cette vieille a perdu la raison. Elle a dû se cogner la tête, je ne sais pas. Mais c'était la pire chose qu'elle aurait pu dire. Stéphane se retourna, indigné. Vieille qui a perdu la raison. Tu parles de ma mère? Pourquoi t'adresses-tu à elle de cette façon? Je ne t'ai jamais entendu parler ainsi. Monique pointa un doigt tremblant vers sa belle-fille et cria avec une force insoupçonnée pour une personne si frêle, « Voilà la vraie Valérie, mon fils. Prends ta mère dans tes bras et éloigne-toi de cette meurtrière. Elle me droguait pour me faire taire, pour que je ne révèle pas sa liaison avec le chauffeur. Et quand même les médicaments n'ont pas suffi à me museler, elle lui a ordonné de me jeter de la falaise. Cette femme est une assassine. » Stéphane était sous le choc, le visage livide. « Non, je... » tenta de dire Valérie, mais les mots lui manquèrent. La scélérate regarda autour d'elle et comprit qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Le désespoir se peignit sur son visage. Elle se retourna alors et courut vers la voiture, où Nicolas l'attendait déjà. Avant de monter, elle lança encore, « Narquoise, je renonce à sauver de la médiocrité cette famille de naïfs et d'êtres sans intérêt. Allez au diable, vous et cette vieille enquiquineuse. » Les policiers, qui étaient déjà sur place, dégainèrent leurs armes et crièrent « Halte ! Vous êtes en état d'arrestation. » Mais le chauffeur écrasa l'accélérateur, faisant démarrer la voiture en trombe. Le crissement des pneus déchira l'air et la poursuite s'engagea. Les sirènes retentissaient dans les rues. « Mangez ma poussière, bande de minables. Vous ne m'attraperez jamais. » hurlait Nicolas, riant comme un dément, les yeux rivés sur le rétroviseur. Valérie l'encourageait, hystérique. « C'est ça. Montre-leur qui est le patron, chérie. » Mais l'orgueil fut le poison qui scella leur destin. Nicolas, distrait par ses provocations, perdit le contrôle du véhicule et ne vit pas la falaise approcher. La même falaise d'où il avait précipité Monique. La voiture franchit la barrière, plongea dans le vide et, en quelques secondes, explosa dans une gerbe de flammes. Une détonation se répercuta sur des kilomètres. Tandis que le feu consumait tout, on entendit les derniers cris de Valérie. Peu de temps après, de l'autre côté de la ville, la famille s'étreignait en larmes. Monique, désormais lucide et saine et sauve, caressait le visage de son fils et de sa petite-fille. « Oh, ma belle famille, quelle bénédiction de me souvenir de ces chers visages, mon fils et ma petite-fille, mes plus grandes joies, » dit-elle, émue. Stéphane pleurait de bonheur, tenant les mains de sa mère. Lulu souriait comme elle ne l'avait pas fait depuis longtemps. La paix, enfin, était revenue dans cette famille. Quelques mois plus tard, le château n'était plus un lieu de tristesse. Monique se rétablissait grâce à des médecins compétents et à des traitements adaptés. Monsieur Dubois, le fidèle chauffeur,
reprit son service auprès de la famille et tous les anciens employés furent réintégrés. Leurs retrouvailles furent célébrées par une grande fête de bienvenue et, à la demande de Chloé, une nouvelle ère commença. Avec le soutien de Stéphane et de sa grand-mère, ils créèrent une fondation pour venir en aide aux personnes sans abri, leur offrant un logement, de la nourriture et un travail digne. Le rêve de la fillette devenait réalité. Le temps passa et la vie leur sourit à nouveau. Tout finit bien. Tout, sauf pour Valérie. La scélérate connut la fin la plus terrible qui soit, une fin tragique et solitaire. Elle quitta ce monde aux côtés de son complice, sans rien emporter, ni l'argent, ni le pouvoir, ni même le respect de quiconque. Tout comme elle avait oublié sa propre mère, elle mourut oubliée de tous. Personne ne vint lui rendre un dernier hommage. Stéphane, le millionnaire, après un certain temps, retrouva l'amour, cette fois une femme choisie avec soin par Chloé et Monique, une femme véritablement bonne qui ne fit que consolider les liens de cette famille. Car lorsque les épreuves de la vie s'abattent sur nous comme une tempête, c'est dans la famille que nous trouvons refuge, notre foyer et l'amour qui ne nous fait jamais défaut.